On a longtemps pensé que c'était une maladie confinée au sud, une histoire de moustiques lointaine. Mais aujourd'hui, la fièvre du Nil occidental est en train de redessiner complètement la carte sanitaire de la France. Ce qui était une menace régionale est bel et bien devenu un enjeu national. Et on va voir pourquoi, ensemble. Alors tout part d'un fait. Un événement qui semblait encore impensable il y a quelques années, pour la toute première fois, le virus de la fièvre du Nil occidental a été détecté aux portes de Paris en Île-de-France. Et ça, c'est un vrai tournant. Ça change absolument tout et ça prouve que le virus a franchi une nouvelle frontière critique. D'accord, mais comment on en est arrivé là? Parce que l'arrivée du virus en région parisienne, ça ne sort pas de nulle part. Non, c'est l'aboutissement d'une progression qui a été silencieuse mais vraiment spectaculaire. Pour comprendre l'alerte actuelle, il faut qu'on remonte un peu le fil de cette expansion. 88. Ça peut sembler juste un chiffre, comme ça. Mais ce n'est pas juste un chiffre. Ce sont 88 chevaux qui ont été diagnostiqués en une seule année, en 2024. Et ce nombre, il est crucial, parce qu'il nous a montré que le virus ne faisait pas que passer. Non, il circulait déjà de manière super intense, bien avant de faire les gros titres dans le nord du pays. Et puis arrive 2025, et là, c'est l'année où tout bascule. Le virus ne se contente plus du Sud. Il franchit un cap à la fois géographique et, on peut le dire, psychologique, en venant s'implanter en région parisienne. À partir de ce moment-là, la carte du risque en France a été redessinée pour de bon. Ce tableau, il est très parlant. Il raconte vraiment l'histoire de cette progression. Regardons un peu 2024. On voit bien que les cas, que ce soit chez les humains ou les chevaux, sont massivement concentrés dans les régions du Sud. Maintenant, on passe à 2025. Et là, la dynamique change radicalement. Le virus n'est plus du tout cantonné au sud, il éclate dans de toutes nouvelles zones, et notamment en Île-de-France. La preuve de l'expansion, elle est là, juste sous nos yeux. Mais bon, pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut qu'on comprenne comment cet ennemi invisible fonctionne. Comment un virus peut voyager comme ça sur des centaines de kilomètres? Eh bien, la réponse se trouve dans un cycle de transmission qui est à la fois fascinant et complexe, et qui implique 3 acteurs très différents. Le virus du Nil occidental, ou West Nile, il appartient à une famille qu'on connaît malheureusement assez bien, celle des flavivirus. Pensez à la dengue, à Zika. Leur terrible point commun, c'est leur mode de transport, le moustique. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre, parce que sans moustique, pas de transmission. Le point de départ de tout ce cycle, ce sont les oiseaux sauvages. Ce sont eux le réservoir naturel du virus. Ils sont souvent porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas malades et ils agissent comme des transporteurs long courrier, en emmenant le virus avec eux pendant leur migration. C'est là qu'intervient le deuxième acteur, le moustique, et en particulier le moustique du genre Culex. En piquant un oiseau qui est infecté, il se contamine à son tour et devient ce qu'on appelle le vecteur. C'est lui et lui seul le passeur, celui qui va transporter le virus jusqu'à sa prochaine victime. Et c'est là que les chevaux et les humains entrent en jeu, mais de manière totalement accidentelle. En se faisant piquer par un moustique infecté, ils peuvent développer la maladie. En fait, on est en bout de chaîne. Et voilà le point le plus important à retenir, vraiment. Un cheval ou un humain infecté ne peut pas transmettre le virus. Pourquoi? Parce que la quantité de virus dans leur sang est beaucoup trop faible pour pouvoir infecter un autre moustique qui viendrait les piquer. C'est ce que les scientifiques appellent une impasse épidémiologique. Donc, un cheval malade n'est pas un danger direct pour les autres chevaux ou pour les humains autour de lui. Donc, le cheval est une victime collatérale. Il est en bout de chaîne. Mais paradoxalement, ce statut lui donne un rôle absolument capital. Il devient, bien malgré lui, une sentinelle, un véritable lanceur d'alerte pour notre propre santé. En fait, comme les chevaux sont très sensibles au virus, l'apparition de cas chez eux dans une région, c'est le premier signal fort, la première sirène d'alarme qui dit « Attention, le virus circule activement ici ». Ça alerte immédiatement les autorités de santé publique qui peuvent alors renforcer la surveillance et la prévention pour les populations humaines locales. Le cheval est une véritable sentinelle au sens propre du terme. Bon, on a vu son rôle de sentinelle, mais pour le cheval lui-même, qu'est-ce qui se passe quand il est infecté? Quels sont les risques réels? Eh bien, c'est très variable. Ça peut aller de l'infection complètement silencieuse à des formes beaucoup plus graves. Ce graphique résume très bien la situation. Dans la grande majorité des cas, l'infection passe totalement inaperçue. Pas de symptômes, rien. Pour certains autres, ça va se manifester par des symptômes assez bénins, comme un peu de fièvre. Mais c'est la toute petite part qui reste, c'est quelques cas qui développent des formes neurologiques qui représentent le vrai danger. Et c'est contre ces formes graves qu'on se bat. Elles se manifestent par des troubles de la coordination, des difficultés à se déplacer, une paralysie, des convulsions, et là le pronostic devient très sombre, avec une mortalité qui peut atteindre 30 à 50% des chevaux qui présentent ces symptômes neurologiques. Alors, face à un pronostic aussi lourd pour les formes graves, et surtout en l'absence totale de traitement pour guérir la maladie, la question devient comment on se protège?
La réponse n'est pas simple. Elle repose sur une stratégie à 2 volets, ce qu'on peut appeler une double barrière de protection. Il faut être très clair là-dessus, il n'existe aucun médicament pour guérir de la fièvre du Nil occidental. Une fois que la maladie est déclarée, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir l'animal et espérer qu'il s'en sorte. La prévention, ce n'est donc pas juste une option, c'est la seule et unique solution. La stratégie de prévention se joue donc sur 2 tableaux. D'un côté, il y a la vaccination, qui agit comme un bouclier interne pour protéger le cheval contre les formes les plus graves de la maladie, et de l'autre côté, il y a la lutte antivectorielle, qui est un bouclier externe pour empêcher le cheval de se faire piquer, tout simplement. Concrètement, ce bouclier interne, comment ça marche ? Le protocole a fait ses preuves, on commence par une primo-vaccination en 2 injections, ensuite c'est un rappel chaque année, idéalement juste avant la saison des moustiques, et un point important, pour les juments qui attendent un poulain, un rappel avant le poulinage permet de transmettre une protection aux petits via le colostrum. Mais attention, le vaccin seul ne suffit pas. Le bouclier externe est tout aussi crucial. Et là, ce sont des gestes de bon sens pour déclarer la guerre aux moustiques. Éliminer toutes les eaux stagnantes où ils adorent pondre, bien nettoyer les abreuvoirs, les gouttières, et surtout limiter l'exposition des chevaux au moment où les moustiques sont les plus actifs, c'est-à-dire à l'aube et au crépuscule. Voilà, on a vu la progression du virus, on a compris son cycle et on a détaillé les moyens de s'en protéger. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Et surtout, comment agir maintenant que la menace est bien réelle partout en France? Le message principal, il est limpide. La menace n'est plus locale, elle est nationale. Dans toutes les régions de France, la protection des chevaux contre ce virus doit devenir un réflexe. Et cette protection, elle est vraiment efficace que si elle combine les deux, la vaccination et les mesures de lutte contre les moustiques. L'un ne va pas sans l'autre. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une question qui reste ouverte. Maintenant que le virus est bien installé sur l'ensemble du territoire, la question n'est plus de savoir si il faut se protéger, mais bien comment. Est-ce que les plans de prévention actuels sont vraiment à la hauteur du risque pour la saison qui s'annonce? C'est la réflexion qui s'impose désormais à toute la filière.